à l'instar de Rachid Ranouchi, le président du mouvement Nahda, qui, dans une déclaration, a émis le vœu de dépasser donc le tribunal administratif dans ses prérogatives. Si réellement on œuvre pour l'instauration d'un état de droit, on ne doit jamais donc dépasser des décisions de justice, parce que les décisions de justice sont des décisions qui sont censées être neutres et impartiales. Maintenant, si on commence à critiquer politiquement des décisions de justice, cela reviendrait à saper les bases d'une transition démocratique et d'une culture démocratique, surtout que l'état de droit est foncièrement un état qui respecte les décisions de justice. Sur le plan gouvernemental, là, le président du gouvernement vient d'annoncer qu'il ne cédera pas, donc qu'il ne démissionnera pas avant que les 3 processus donc se décompte. Ceci est à mon avis tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas laisser planer un vide dans les affaires de gestion du pays, et ceci devrait donc appeler les partis politiques peut-être à plus de concertation pour donc mettre au point, se mettre d'accord sur la personnalité du Premier ministre. Reste le processus constituant. On a tous parlé, on a tous déploré aussi les principaux observateurs sur la scène politique tunisienne à travers l'amendement des articles 36, 39 et 76 du règlement interne, dans ce qu'on appelle communément le coup d'État institutionnel qui a eu lieu au sein de l'ANC. Rappelons juste pour nos auditeurs qu'il s'agit donc principalement sommairement donc de doter les prérogatives à la présidence de l'ANC pour donc statuer sur certaines décisions donc au sein même du bureau du président, et pour demander des assemblées plénières sans qu'on passe par le président. Bon, j'espère que les principaux intervenants reviendront donc sur ces amendements, parce que ça encore ça donne une mauvaise image par rapport donc à cette légitimité consensuelle qu'on cherche à avoir. C'est toujours peut-être donc cette majorité qui est en train donc de dicter sa loi sur une minorité qui est absente, parce que les principaux c'est-à-dire les élus de l'opposition se sont retirés de l'Assemblée, voilà, avec ceux de la de Takat, les élus donc de Takat. Voilà, c'est sommairement le point sur la situation politique en Tunisie. Mais juste avec un dernier point à Nice, avec l'attachement de Nav à la candidature de Salah Al-Mastiri, est-ce que vous croyez qu'ils arriveront enfin à un compromis, si on peut dire ça, un consensus pour le choix du prochain chef de gouvernement? Bah écoutez, là chacun tient donc son poulain, farouchement son poulain. Il y a aussi dernièrement, donc mis à part Nahda qui joue la carte de Ahmed El-Mestiri, mais il y a aussi donc le refus du Front populaire de la candidature de Jaloul Ayet. Là aussi il faut l'évoquer, on ne comprend pas pourquoi. Alors que d'un autre côté, on soutient la candidature de Mostafa Kamel El-Nebli sous le prétexte que ces deux personnalités-là sont des personnalités qui sont proches du FMI et de la Banque mondiale, et donc pourraient éventuellement donc poser avec des mesures encore plus restrictives donc pour la finance de l'État. Bon. Ceci, je pense que ça fait partie d'une politique politicienne qui ne sert pas les intérêts des Tunisiens moyens, qui ne sert pas les intérêts de la Tunisie. J'espère que ces politiques auront le minimum de décence pour réfléchir donc, je dirais, à ce pays et à ce qui arrive à ce pays, parce que franchement, en fait, la situation devient de plus en plus donc dure. On le ressent tous les jours, on le ressent auprès des citoyens. Et puis ça se reflète sur la vie économique, sur la situation. Tout à fait, la situation économique, et par rapport à la situation économique, aujourd'hui on va s'intéresser à la loi de finances qui a soulevé pas mal de remous et un tollé général. C'est un projet de loi de finances, il faut juste préciser pour nos auditeurs que ne deviendra loi d'État que le 31 décembre, lors de son passage devant l'Assemblée nationale constituante, comme étant donc un Parlement qui gère les affaires courantes actuellement. Voilà. Et puis justement, Anis, pour décortiquer justement ce projet de loi de finances pour l'exercice 2014, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Monsieur Abdelkader Boudriga, maître de conférence dans les universités tunisiennes et spécialiste dans la finance, et également il est le vice-président du Cercle des financiers tunisiens. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est tout le plaisir pour moi. Alors Anis, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce projet de loi? Tout à l'heure, je poserai la question sur la réponse. Est-ce que ce projet répond, ou bien il est dans l'attente ou répond aux attentes des Tunisiens? D'abord, donc les grandes lignes de ce projet. Ce n'est qu'un projet. Qui dit projet, c'est-à-dire on a la possibilité de l'amender si donc quelques dispositions ne sont pas d'actualité ou ne correspondent pas donc à une logique particulière. J'ai des échos auprès du mouvement Nahda que même le mouvement Nahda n'est pas d'accord sur certains points. Est très réticent par rapport à certains points de ce projet de loi de finances. Bon. Ça pourrait aussi être une manœuvre pour mettre devant donc Takatol, parce que Takatol est en train de peser de tout son poids pour faire passer donc ce projet de loi. On a entendu pas mal de personnalités au sein de Takatol voler au secours du soldat Farfer, mais je ne sais pas si le soldat Farfer va faire des bavures avec cette loi de finances. Les baveurs, ce sont peut-être les victimes tunisiennes qui subiront donc l'affront, subiront donc cette loi de finances qui paraît-il, verse dans une austérité demandée par les instances internationales que de pouvoir donner aux Tunisiens peut-être les moyens de vivre mieux. Et qui dit instance internationale, c'est-à-dire austérité budgétaire, c'est-à-dire donc compression des dépenses à caractère énorme social, notamment la caisse de compensation, mais on reviendra dans les détails avec Sir Abdelkader Boudriga pour décortiquer cette loi de finances. Et ma première question pour Sir Boudriga, d'abord sur le plan de la forme de cette loi de finances, de ce projet de loi de finances, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport donc au montant, par rapport donc au pourcentage d'évolution donc de l'enveloppe générale de la loi de finances, par rapport à la dette publique, par rapport au PIB, comment on perçoit ce projet de loi de finances? Tout d'abord, il y a deux faits marquants. Si on regarde un peu de près, il faut remarquer également qu'on n'a pas vraiment le détail du projet, notamment du budget au niveau du chiffre. Tout ce qu'on a, c'est des communiqués par-ci et par-là, des fuites par-ci et par-là, sur un peu la tendance générale. Donc deux faits marquants. Le premier fait marquant, c'est une légère augmentation du budget de l'État, qui couvre pas le niveau moyen du taux d'inflation, parce que si on accroît le budget de 2,5%, alors que l'inflation est de 6%, réellement l'augmentation réelle à prix constant pourrait être estimée à moins 3%. C'est-à-dire pour faciliter un peu pour nos auditeurs et auditrices. C'est-à-dire si on prend par exemple le budget des achats des ministères, si vous allouez cette année 1 million de dinars au ministère de l'enseignement supérieur pour faire des achats de fournitures, et que l'indice de prix des achats des fournitures du ministère augmente de 10%, si vous augmentez le budget de 5%, en réalité c'est comme si vous diminuez de 50 millions. De 50 millions, réellement, en termes de pouvoir d'achat, si on peut ce qui va se répercuter sur la qualité, je dirais. Sur la qualité, sur l'efficacité. Donc c'est un choix qui a été fait, et d'autant plus que le choix a été fait de diminuer le budget du fonctionnement. Sauf pour quelques ministères, les 4 grands ministères. Pour les autres, on a fait le choix ou bien de limiter, conserver le budget de l'année précédente, ou même dans certains cas faire un peu de pression sur le budget. Mais si on conserve les budgets de l'année précédente, c'est-à-dire on fait du surplace, et forcément donc... On fait de la régression, parce que réellement en termes de pouvoir d'achat, oui. Il faudra relativiser par rapport au budget d'investissement, par rapport au budget de fonctionnement, par rapport au salaire également, parce qu'avec l'augmentation des salaires, donc en termes de capacité d'efficacité, ça réduit un peu. Bien sûr, le gouvernement, le ministère des Finances, il est en quelque sorte en position difficile, parce que d'un côté, on demande au ministère d'entrer dans une politique d'austérité sous la pression des instances internationales, notamment le Fonds monétaire international, mais également tous les autres bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la BAD, la BID, l'Union européenne, tous nos partenaires, ajouter à ça la crise économique. Mais pour revenir au budget, le deuxième fait marquant, c'est toujours par rapport aux déclarations du ministre de la Finance. On croit savoir que l'augmentation du budget d'investissement est de l'ordre de 15%. D'accord. Et donc, encore une fois, on fait le choix d'aller vers l'investissement
ça donne l'impression qu'on répond en quelque sorte aux attentes de la révolution tunisienne pour l'investissement, pour l'encouragement de l'investissement, notamment pour le développement de régions. Mais juste excusez-moi, Boudrigue, juste je vous interromps par rapport à un fait. Dans le budget courant de 2013, est-ce que le budget de développement a été totalement consommé ? Jusqu'au mois de juin, et là on n'a pas encore les statistiques officielles pour les 9 premiers mois de 2013, moi j'ai toujours appelé à la démocratisation de l'accès à l'information. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est important, parce que pour challenger un peu, si vous avez un gouvernement qui est en place et qui prend des décisions, on a besoin, nous, en tant qu'experts indépendants, analystes, de pouvoir... Même citoyens. Nous, on sert en deux jonctions entre ce qui se passe dans la sphère un peu initiée, politique, de prise de décision, et par rapport aux citoyens. Donc nous, on sert de jonction. Si nous, on n'accède pas à l'information de manière démocratique, comme ça se passe dans les démocraties développées, ça nous empêche de faire des analyses pertinentes et de challenger un peu les déclarations et les analyses qui sont faites par les décideurs politiques et économiques. Et donc là, encore une fois, nous sommes privés un peu de la matière première pour faire des analyses un peu pertinentes. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'une information a été relatée, cela fait un mois à peu près, selon laquelle il y a eu une coupe dans le budget d'investissement de 20% pour financer donc le budget de fonctionnement AFEF. C'est-à-dire dans le budget de l'État, juste pour expliciter un peu, il y a deux titres. Il y a le titre 1 relatif au budget de fonctionnement, c'est-à-dire donc les dépenses courantes. Ce que vous, en tant que mère de famille, prévoyez chaque mois comme dépenses de la nourriture, des factures, Et puis, il y a le titre 2 qui s'intitule donc les dépenses d'investissement, c'est-à-dire ce que l'État propose de créer comme investissement pour produire de la richesse. Ce que vous, en tant que mère de famille, essaye par exemple de dire je vais mettre un peu d'argent de côté parce que j'ai envie d'ouvrir une boutique, par exemple, je dis n'importe quoi, donc il me servira à arrondir les fins de mois. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce qui est arrivé avec le budget 2013, on a pris 20% du budget alloué à l'investissement, ce qui signifie que des investissements n'ont pas été effectués, pour financer des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire, vous avez pris un peu d'argent de cette boutique-là, que vous avez alloué à cette boutique, pour vous vêtir ou pour la nourriture. Voilà. Juste pour relativiser, n'est-ce pas, par rapport à ça, encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas l'information de la source. Mais pour relativiser un peu, ça c'est une pratique courante au niveau des différents budgets du ministère. Par exemple, au niveau du budget des institutions universitaires ou des laboratoires, on fait souvent des transferts entre le titre 1 et le titre 2. On a besoin juste d'expliquer. Parce que, en commençant le budget prévisionnel en début d'année, il y a des événements au cours de l'année qui font qu'on est obligé de faire des ajustements par rapport au budget que vous allouez au titre 1 aux dépenses de fonctionnement ou aux dépenses d'investissement. Et donc, ces transferts sont des pratiques courantes. Ce qui n'est pas pratique courante, c'est que la décision soit faite de manière systématique et qu'elle provient du gouvernement comme décision systématique qui est appliquée à tous les budgets. Là, on n'a pas encore l'information. Mais le fait de faire des transferts, ça c'est une pratique courante, pas de l'ordre de 20%, ça dépend des circonstances, mais c'est quelque chose qui se fait et qui est dans les pratiques de la gestion du budget. Par rapport à l'exécution du budget, c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, l'année 2012, l'année 2013, on sait tous que le budget d'investissement n'a pas été exécuté totalement. Qu'il y a des absence d'investissement. Pour absence d'investissement, pour un tas de raisons. Des problèmes de sécurité, des problèmes historiques que les investisseurs ne veulent pas aller dans les régions intérieures parce qu'une grande partie du budget a été allouée pour le développement des régions intérieures. Les dossiers n'ont pas été également analysés au préalable parce que allouer un budget de 1 million de dinars pour une région X ou Y, sans savoir que dans cette région il y a des problèmes fonciers, il y a des problèmes de compétences, d'exécution de budget, d'attractivité de la place de la ville ou du village dans lequel vous allez investir. Et donc il y a des barrières qui ne sont pas liées au budget, mais qui sont liées culturelles, économiques, infrastructures, environnement, qui font que historiquement on n'a pas pu exécuter le budget dans ces régions-là et qu'aujourd'hui on continue à avoir les mêmes réflexes, à avoir la même stratégie en mettant plus d'argent là-dedans. Ce qui fait que, en réalité, le budget d'investissement n'a pas été exécuté totalement. En continuant aujourd'hui à augmenter le budget d'investissement de 16%,
A priori, on n'a pas de problème. Oui, ça répond aux aspirations, aux attentes, etc. Ok. Mais accompagner ça par des mesures qui augmenteraient la pression fiscale sur la classe moyenne, ça, c'est la question à se poser. D'accord, voilà, on y revient. Vous êtes en train de dire, juste pour expliquer, que on ne peut pas, Rafef, prévoir des dépenses d'investissement d'un côté et faire saigner la classe moyenne de l'autre. Parce que la classe moyenne, finalement, c'est elle, je dirais la classe moyenne qui est un peu donc... qui se rétrécit de plus en plus. Qui se rétrécit, mais qui, elle, serait appelée aussi à investir. Donc, une part, vous prévoyez des dépenses d'investissement, c'est-à-dire pour créer de la richesse, et d'autre part, donc vous limitez la pression fiscale, c'est-à-dire vous imposez encore plus cette classe, vous taxez encore plus cette taxe, voilà, qui est moyenne. Rappelons un peu les chiffres, qu'à peu près 55% des contribuables ne payent pas d'impôts, pour un tas de raisons. Le secteur informel, le régime forfaitaire, l'évasion fiscale. On y revient, c'est Boudrig. Moi, je veux juste donc qu'on entre dans le vif du sujet par rapport donc à ces dispositions qui ont fait polémique. Des dispositions de ce projet de loi de finances RAFEF qui touchent l'entreprise. On a d'abord fait un peu du marketing politique en avançant que l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les sociétés qui sont imposées, ce sont les sociétés de capitaux, comme les sociétés anonymes, comme les SAR, les sociétés à responsabilité limitée, comme les sociétés en commandite par action. Ce sont des sociétés donc qui seront imposées dorénavant non pas à 30%, mais à 25%. C'est ce qu'on a prévu dans ce projet de loi de finances. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que les dividendes de ces sociétés-là seront imposés donc à hauteur de 10%. Ce qui reviendrait dire que l'imposition de ces sociétés ne serait pas de 30% comme c'est actuellement le cas pour le régime de droit commun, mais à 35%. C'est-à-dire il y aura une pression fiscale de 5%. Autre chose, c'est Boudrig, j'ai lu aussi qu'il y a une augmentation, je dirais une création d'un nouveau impôt pour les sociétés totalement exportatrices, qui est de l'ordre de 10%. Ajoutant les 5% au titre des distributions, d'accession des dividendes, parce qu'on fait ça à l'étranger, et là nous sommes à 15% des entreprises totalement exportatrices qui sont du jour au lendemain taxées à hauteur de 15%. Cela ne signifie pas un suicide, je dirais, par rapport à l'investissement, c'est Boudrig? Juste pour rappeler un peu le cadre des sociétés, ce qu'on a l'habitude d'appeler les sociétés offshore, les sociétés non résidentes. C'est que depuis la loi qui a été votée en 1998, je pense, le code d'investissement prévoyait que la période de grâce ou d'incitation, c'est 10 ans, 10 années de non-paiement. Donc aujourd'hui, depuis 2008, je pense que chaque année, au niveau de la loi de finances, on décalait un peu la décision, on reportait un peu l'application d'une loi qui était supposée être appliquée depuis 2008. Et donc là, par rapport à ça, la question se pose, est-ce que c'est le moment ou c'est pas le moment par rapport à l'attractivité de la place de Tunis, sachant que il y a des entreprises qui partent à l'étranger, bagages et qui partent au Maroc, par exemple. Au Maroc, il y a même des entreprises tunisiennes qui partent au Maroc, qui s'installent au Maroc, pour des raisons autres que des raisons fiscales. Le contre-argument, c'est de dire que toutes les études récentes qui sont faites par l'Institut Kearney, qui est l'un des instituts les plus reconnus au niveau mondial pour l'étude du secteur offshore, dit qu'aujourd'hui, l'attractivité de la place économique n'est pas liée au régime fiscal. D'accord. L'attractivité, elle se joue au niveau de la compétitivité du facteur travail. Et non pas au niveau des incitations ni fiscales ni financières. C'est-à-dire, si nous avons, je dirais, un bon capital humain, si nous avons de la sécurité, si nous avons donc, on peut tout à fait dépasser donc ce clivage fiscal. Oui. Le clivage fiscal, c'est-à-dire le facteur fiscal est en jeu, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Déterminant. Par exemple, si vous prenez une entreprise qui développe des logiciels informatiques et qui a besoin de s'installer dans un site offshore au niveau mondial, et elle a besoin de 500 ingénieurs qualifiés et productifs, elle a le choix entre partir peut-être en Tunisie, mais il y a l'Égypte, avec toutes les conditions, mais au niveau de l'offre en nombre et en qualité, et en salaire, beaucoup plus intéressant, mais également il y a l'Inde. L'Inde, si vous voulez demain vous installer
en Inde pour avoir un site de développement de logiciels avec 10 000 ingénieurs, vous allez trouver en Inde, vous n'allez pas le trouver en Tunisie. Donc le facteur le plus important, ce n'est pas uniquement les incitations fiscales ou les incitations financières. Ceci étant, dans notre cas en Tunisie, on a des problèmes au niveau de l'attractivité de la place de Tunisie, du site Tunisie, par rapport à la compétitivité, par rapport à l'offre de facteurs de travail qualifiés. Si on ajoute à cela des problèmes des incitations fiscales, des incitations fiscales, et là on aggrave peut-être un peu notre situation. Peut-être ce n'est pas le moment. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut passer aujourd'hui à d'autres formes d'incitation plutôt que des formes d'incitation directe, mais peut-être on aurait pu faire ça d'ici 3 années, d'ici 5 années, sur un horizon de 5 années peut-être. Aujourd'hui, ça pourrait contribuer à aggraver la situation. Il faut également dire que le ministère et le gouvernement, il est sous la pression des instances internationales. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez des problèmes de déficit budgétaire, des problèmes pour sortir sur le marché international, il faut rappeler qu'avant 2011, on sort sur le marché, en moyenne sur le marché, sachant que depuis 2008, on a décidé, suite à la crise, de ne plus sortir sur le marché, de limiter les sorties sur le marché international. Mais en moyenne, les sorties, c'était à 3,4, 3,2%. Aujourd'hui, si on sort sur le marché international pour se financer, on sera entre 8 et 9% de taux d'intérêt, ce qui serait énorme pour l'économie tunisienne. Et donc là, on a un certain nombre de contraintes. On ne peut pas sortir sur le marché international. Ceci est dû à la dégradation des notes. À la dégradation des notes, mais également à la dépréciation du dinar tunisien, notamment également à l'attractivité de la place de Tunis. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont incorporés par les investisseurs internationaux pour se décider. La notation, c'est un facteur parmi d'autres. La crise politique, c'est un autre facteur qui est important. Rappelez-vous, au mois de juillet, lorsqu'il y a eu les dégradations successives, deux facteurs principaux, c'était la crise politique, l'incapacité du gouvernement à l'époque et actuellement à mettre en place des politiques efficaces, mais également le terrorisme, qui sont des facteurs importants au niveau de la prise de décision par rapport à l'investissement. Donc on ne peut pas sortir sur le marché international. Les recettes fiscales, on atteint le maximum. L'autre source de revenus pour l'État, c'est les revenus qui proviennent des sociétés qui sont détenues par l'État, par exemple le groupe chimique, Phosphate Gafsa, Tunisair, Soned, Steg, toutes les entreprises qui sont ce qu'on appelle le portefeuille ou les participations de l'État, qui ont connu une dégradation, une détérioration depuis le 14 janvier 2011. Une augmentation salariale aussi. Les augmentations salariales, l'augmentation du budget de fonctionnement, l'endettement public, on passe de 39% à une projection de 49% d'endettement pour l'année 2014. Donc, on atteint vraiment les limites. La seule issue, c'est de sortir sur le marché international en utilisant les garanties des bailleurs de fonds et des instances internationales. Mais ceux-là vont dicter leur dictat. Ils ne vont pas nous donner donc pour rien. Écoutez, si vous êtes un ménage tunisien et que vous avez des difficultés et vous avez une dette auprès d'une banque et que vous vous mettez à dépenser de l'argent à gauche et à droite, si demain vous êtes en difficulté et que vous demandez d'avoir plus de fonds, on va exiger de vous de vraiment avoir plus d'austérité, contrôler un peu les dépenses et peut-être on va mettre quelqu'un pour contrôler un peu le compte bancaire que vous gérez, ainsi de suite. On va saluer ces Boudrig, donc nos amis banquiers à FF. Oui, voilà. Justement, on va continuer avec ce projet de loi de finances pour l'exercice 2014 juste après la courte pause musicale. À tout de suite. Et dans le vif du sujet, reprend toujours sur les ondes d'RTCI avec Enis Moraï, avec notre invité M. Abdelkader Boudriga, maître de conférence dans les universités tunisiennes et spécialiste dans la finance. Donc tout à l'heure on a parlé des sociétés Enis, mais là on va s'intéresser évidemment aux ménages. Tout à l'heure on a parlé également des ménages, donc avec l'épargne, avec l'achat, avec les dépenses. Et là on va s'intéresser. Et puis le reflet de ce projet sur la situation des ménages tunisiens. Surtout à FF que pas mal d'observateurs ont relevé le fait que
ce projet de loi de finances fait saigner la classe moyenne. Ouais. Fait saigner la classe moyenne, et certaines dispositions, c'est Baudrigue, s'agissant du contribuable personne physique notamment, mis à part peut-être le seul point positif, je dirais, par rapport à cette catégorie de contribuables que sont les personnes physiques, c'est Baudrigue, c'est donc l'augmentation, la première tranche relative donc à l'imposition dont l'impôt sur le revenu n'est plus de 2500 dinars mais de 5000 dinars, c'est-à-dire ce qui revient pour quelqu'un qui gagne 450 dinars, je dirais, mensuellement, à faire, on va, sur le plan fiscal, on va lui donner 35 dinars par mois. C'est le seul point fiscal, point je dirais, positif. Mais pour revenir donc à ce projet de loi de finances, ces taxes qui concernent la deuxième demeure, c'est Boudriga. Vous avez Rafef on a beaucoup épilogué à propos de cette disposition, selon laquelle celui qui dispose d'une deuxième troisième résidence donc devra s'acquitter d'une taxe. A priori, on a parlé dans le premier projet, je dirais, de 1,5% de sa valeur vénale, ce qui est énorme, mais on est tombé à 0,15%, et ensuite on ne trouve plus de pourcentage dans le projet de loi de finances. Ce qui démontre qu'il y a une tergiversation, un atermoiement très important donc s'agissant de cette disposition. Qu'en est-il réellement, si Boudriga, par rapport à cette disposition? Oui, juste je voudrais bien ajouter quelque chose. Denis, s'il y en a une deuxième demeure, c'est pour la louer, n'est-ce pas? Tout à fait. On ne va pas quand même acheter un appartement pour le fermer. Et celui qui va la louer, il n'a pas la possibilité d'accéder donc à la propriété d'une résidence. Mais à part ça, voilà, donc ça va se refléter sur le loyer, puisqu'on a une taxe à payer, donc on doit augmenter. Il va la répercuter, Il va toucher encore une fois la classe moyenne, parce que qui ne possède pas, on n'arrive plus à posséder un foyer, une maison ou un appartement, parce que les prix augmentent de plus en plus. Justement, pour revenir un peu à l'essence de cette taxe, de cette logique, ce qui correspond à peu près à l'impôt sur les grosses fortunes en France, par exemple, ça correspond un peu également à la notion de zakat chez nous en islam, qui fait que pour les gens qui ont un patrimoine et que si ce patrimoine n'est pas intégré dans le circuit productif, on paye une taxe sur ce bien. L'idée, c'est d'encourager un peu les investissements productifs et éviter ce qu'on appelle l'économie spéculative, c'est-à-dire que les gens détiennent des actifs sans que ça soit intégré dans l'activité économique. Justement, il aurait fallu peut-être penser à distinguer entre les deuxièmes résidences qui sont détenues par des ménages des cadres moyens et qui sont utilisées comme moyen de placement pour un complément de revenus, et ceux qui possèdent des résidences secondaires et peut-être résidence troisième résidence, quatrième résidence. Et donc, peut-être la solution, ça aurait été de faire, par exemple, une limite de montant, c'est-à-dire la résidence secondaire où si le patrimoine dépasse un certain montant, on applique la taxe. Par exemple, oui. Parce que dans ce cas de figure, c'est Boudrigue, on pourrait se retrouver dans le schéma suivant. Vous, Rafef, je dis n'importe quoi aussi. Vous possédez une résidence, vous avez une seule résidence qui vaut 3 millions de dinars, vous ne payez rien du tout, alors que moi, je dispose de 3 appartements. On va dire 2. 2 appartements que je n'ai pas, donc qui valent chacun donc 50 000 dinars. Moi, je paye cette taxe-là, et moi, je ne paye et pas vous la taxe. ne payez pas. L'idée, c'est très simple, c'est faire une limite par rapport au montant à la valeur. Ça poserait des problèmes par la suite au niveau de l'évaluation, mais de toutes les façons, la question de l'évaluation se pose quel que soit le modèle que vous allez appliquer, que ce soit avec des limites, des seuils à partir desquels le déclenchement de la taxe a lieu, ou sans seuil, la question d'évaluation se posera. D'accord. L'autre solution, c'est de commencer par la troisième résidence, par exemple. C'est-à-dire, à partir d'une troisième résidence, ce n'est plus un complément de revenu, ça c'est une activité économique. L'autre solution, c'est également de ne pas appliquer la taxe pour les locaux qui sont loués ou qui sont utilisés de toutes les façons au niveau de la loi. C'est prévu. Mais si Boudrigue, il y a juste un petit par rapport à cette proposition que vous faites. Si je possède 3 résidences et que je donne donc des résidences à ma femme et à mes enfants.
Oui. Je continuerai à gérer les bénéfices, éventuellement ces placements, tout en diversifiant donc les propriétaires. De toutes les façons, au niveau du mode opératoire, pour distinguer les différents cas de figure, oui, c'est possible. Le problème, c'est qu'on pourra discuter par la suite des différentes modalités, des inconvénients, des avantages des uns par rapport aux autres. Le principe, c'est de distinguer entre les propriétés qui sont destinées pour l'habitation, pour l'activité économique ou comme activité de placement, et les habitations qui ne sont pas utilisées pour des fins de placement ou qui ne rentrent pas dans l'activité. Mais pour cela, économique. Il faut un registre, donc, il faut un travail énorme. C'est très simple. Si on demande aux gens d'enregistrer les contrats, ça permet également d'améliorer les recettes fiscales de l'État, parce qu'il y a beaucoup de loyers aujourd'hui qui ne sont pas déclarés, des retenues à la source qui ne sont pas faites. Et donc, si vous percevez un revenu, si vous ne voulez pas payer la taxe sur la deuxième résidence, il faut payer au moins les retenues à la source sur le loyer, si on part sur cette logique. Le risque que si on applique la loi, les taxes sur les loyers avec les retenues à la source, que ça va être répercuté sur le locataire, l'utilisateur final, que ça va augmenter les loyers. Oui. De toutes les façons, ça mérite réflexion, ça ne vient pas comme ça. Également, il y a des lobbies, il ne faut pas le nier, il y a des lobbies aujourd'hui en Tunisie qui font des pressions pour que des réformes pareilles ne passent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas également regarder la classe moyenne qui a 2 appartements, un pour l'habitation et l'autre pour le placement. Il y a des individus ou des professionnels également, des professions un peu spéciales que tout le monde connaît. Malheureusement, qu'au niveau de leur contribution, au niveau du paiement de l'impôt, elle est très marginale, très réduite. Et donc, la vraie réflexion, c'est par rapport à l'équité fiscale. Oui, c'est essentiellement les professions libérales, c'est pour professions libérales, les médecins, les avocats, les architectes. Oula, il va s'attirer les foudres de la profession libérale, si vous voulez. Vous l'avez annoncé, donc il y a des lobbies qui font des pressions, il y a des ménages aussi qui frôlent la dépression. Tout à fait, ça rime. Cette taxe, avec une autre taxe toujours maintenue, celle sur les voitures. Donc hier, Lies Farfer, il était catégorique, donc la taxe sur les voitures maintenue. Il y a eu des rumeurs hier comme quoi la taxe allait être annulée, le projet de taxe, mais on croit savoir... Y compris les voitures 4 chevaux. Si vous parlez de la redevance. La redevance, oui. La redevance. Plus populairement connue par... la redevance... Qui, elle, est pour 2 ans uniquement. Pour 2 ans uniquement. L'idée, c'est que progressivement, les prix de licence vont être augmentés pour un peu... réduire la pression sur la caisse générale de compensation. Tout à fait. Justement, si Boudriga, par rapport à cette caisse de compensation générale, parce que je pense que le problème majeur de la Tunisie, c'est la rationalisation de la caisse de compensation générale. Je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement lorsqu'il dit on doit réviser donc la caisse de compensation générale. On ne peut pas continuer dans cette logique-là, mais le problème, si Boudriga, c'est que ce n'est pas aisé de remodeler et de façonner cette caisse de compensation générale pour que, je dirais, les investissements dans cette caisse, les sommes allouées dans cette caisse, iront vers donc les plus démunis. C'est vrai qu'actuellement, on ne peut pas continuer à, par exemple, subventionner du sucre qui va dans des pâtisseries qui vendent un produit à 3,5 dinars. Ce n'est pas normal. Je viens de l'apprendre. On ne peut pas aussi continuer à subventionner la bière dans les hôtels. Ça aussi, c'est subventionné. Je viens de l'apprendre. Et c'est hilarant. On ne peut pas continuer donc à subventionner donc le pétrole, parce qu'il y a des gros cylindrés à 20, je dirais, chevaux, qui payent le même montant de carburant que celui qui a une voiture à 4 chevaux. Mais donc le problème aussi... Vous êtes pour l'augmentation des prix de l'essence? Non, je ne suis pas pour l'augmentation, Afef. Moi, la question est très étriquée, la question est très difficile donc à soulever d'un point de vue aussi simpliste. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Parce que je vais vous dire un problème, je vais vous dire un truc. Si on augmente le prix de l'essence, donc celui qui possède une voiture à 20 chevaux n'aura pas de souci à ajouter 1000 dinars de plus comme carburant. Mais celui qui consomme 100 litres par mois,
qui est un Tunisien moyen, donc va devoir par exemple payer 50 dinars de plus. Avec le pouvoir d'achat qui ne cesse de dégringoler, les 50 dinars de plus vont l'affecter plus que les 1000 dinars qui seront payés par celui qui a une grande cylindrée de 20 chevaux. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Justement. L'idée ici, c'est que on est tous traumatisés par les événements de 1984. Je pense que soit l'augmentation du prix du pain politique, l'augmentation du prix du pain et toute la suite des événements. Et que les émeutes. Voilà, les décideurs politiques sont aujourd'hui en position difficile parce que d'un côté, au-delà de la pression des instances internationales, c'est une priorité nationale pour revenir à la réalité des prix et la vérité des prix. Okay? Donc on sait tous que il va falloir résoudre ce problème-là, sachant qu'on doit distinguer entre les produits de base et les produits énergétiques. Oui, mais bon, produits de base, produits énergétiques, ça, les produits de base aussi, on doit les remodeler aussi. Oui, de toute façon, on est d'accord sur le fait de remodeler ça. Bon. Maintenant, les solutions traditionnelles, conventionnelles. Il y a deux solutions. Ou bien, vous allez vers la réalité des prix, simplement, vous accompagnez ça par une politique de communication d'envergure qui s'étale dans le temps sur ce qui a été fait dans un certain nombre de pays, ce qui est préconisé par le Fonds monétaire international. L'autre solution, c'est de créer deux systèmes, un peu à l'égyptienne. Les tickets, le Jamaïa, et donc là, ça va créer... C'est comment dire le rationnement. Le rationnement, mais c'est pas catégorie sociale. Donc ça poserait les problèmes du ciblage, des clés d'affectation. Bon, ça fait un peu RDA. Et oui, et ça va créer des clivages sociaux qui ne sont pas bénéfiques pour. Donc là, les solutions traditionnelles. Chaque solution a des avantages, des inconvénients, parce que l'objectif c'est que les transferts sociaux de manière générale parviennent aux personnes qui en ont le plus de besoin. Là, on a besoin de solutions innovantes. Et donc, des solutions innovantes, il va falloir réfléchir profondément à des solutions qui sont novatrices. Une des solutions, peut-être, c'est de créer un système, et ça nécessiterait des investissements en système d'information, et créer un système de cartes à puce, par exemple, pour les produits énergétiques, qui sont distribués à tout le monde, à partir, qui vous permettent par exemple d'acheter 100 litres ou 200 litres par mois, et au-delà de ces 200 litres, on revient à la réalité des prix. De manière à ce que, voilà, on donne la possibilité à tout le monde de profiter des 200 premiers litres. Ça, c'est la consommation moyenne, un peu d'aménage moyen. Oui, mais attendez, si vous voudrez, là, vous êtes en train de présenter une solution, mais je vois déjà un inconvénient dans cette solution-là. Si vous consommez plus que 100 litres, et que moi, je consomme 50 litres, là, on va devoir monnayer un peu ce que je vais donc. De toutes les façons, il n'y a pas de solution optimale. Il n'y a pas une solution complète et optimale. Il faudra accepter un certain niveau d'inéquité. Ce niveau d'inéquité, il va falloir le réduire au maximum. D'accord. Et donc, avoir un système complètement équitable. Même si vous faites du ciblage direct, la semaine dernière, la Banque mondiale a octroyé un don au ministère des Affaires sociales pour la réforme du système de transferts sociaux. L'objectif, c'est avoir un meilleur ciblage qui est basé sur l'idée de scoring et non pas sur l'idée de catégorie d'âge ou de région, etc. Ça, c'est les systèmes qui ont fait leur preuve. Par exemple, on a commencé à faire ça vers la fin des années 90 au Chili. Ça a été reproduit un peu partout dans un certain nombre, une vingtaine de pays, et ça marche. Ça nécessite des investissements au niveau du système d'information, de la collecte d'informations pour avoir un meilleur ciblage. Quel que soit le modèle que vous allez adopter pour le ciblage, c'est un modèle qui va comporter des limites. Il faut accepter ce niveau minimal, comme par exemple pour la corruption. Quel que soit le système de gouvernance, la transparence, il y aura toujours donc de la corruption. Un niveau minimum de corruption qu'il va falloir accepter, entre guillemets. Mais il va falloir réfléchir, moi je ne dis pas que je possède la solution, mais il faudra vraiment réfléchir à des solutions innovantes. La réalité tunisienne, aujourd'hui, avec les traumatismes, l'expérience,
ce qui se passe actuellement, on a besoin de solutions novatrices. Merci. Voilà. On termine avec une note positive, avec les solutions éventuellement. On remercie M. Abdelkader Boudriga, maître de conférence dans les universités tunisiennes, spécialiste dans la finance, et également le vice-président du Cercle des financiers tunisiens. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci Anis. Nous en remettra notre rendez-vous pour demain matin dans le vif de la Constitution à partir de 8h30. Ça sera comme chaque semaine avec Abdelhamid Labd. Oui. Et le thème de demain sera donc l'un des pouvoirs les plus importants dans le projet de la Constitution, c'est le pouvoir législatif matérialisé dans l'Assemblée du peuple. Voilà, donc je remercie Marouane Mahfoudi pour sa collaboration technique. Votre ami Arafat était avec vous et puis on se donne rendez-vous demain à 6h pour votre réveil. Mohamed Ali Chef vous présente le flash de l'actualité de 9h. Bonne journée, au revoir. Nous rappelons à nos